Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Face à face, un nouveau numéro. Samedi, nous allons parler de la sortie médiatique du docteur Muyembe. Je rappelle que le docteur Muyembe pense qu'il faudrait commencer les essais cliniques ici en République démocratique du Congo, alors que le produit, ces vaccins sont fabriqués au Canada, en Chine, aux États-Unis et puis peut-être en France. Mais le docteur Muyembe estime qu'on peut commencer chez nous, ici, parce qu'on est candidat. Alors les questions ont été posées. Qui a porté la candidature? C'est la candidature de qui? L'échantillonnage était comment? Composé de comment? Alors il y a eu toutes ces questions. Et hier, à partir de 19h, le président de la République s'était indigné et forçant, on va dire comme ça, au docteur Muyembe de revenir sur sa décision. Mais malheureusement, pour le docteur Muyembe, il maintient sa position de vacciner les gens, surtout en Afrique, disons de tester en Afrique, après, cette fois-ci, qu'on ait testé ailleurs. Donc, sa position reste toujours. Et j'invite sur ce plateau un scientifique qui a évolué aux États-Unis, qui a été témoin de certains actes, des essais comme ça. Avec lui, on va essayer un peu d'en parler. Il s'appelle tout simplement le docteur Tiani. Le docteur Tiani est candidat, il était ancien candidat à l'élection présidentielle. Il va essayer de nous donner son point de vue sur la question. Docteur Tiani, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. Je me porte bien, sauf cette nouvelle venant du docteur Muyembe qui m'a déstabilisé. Hier, vous étiez dans tous vos états, parce que là, vous prenez tout de suite, 2 minutes après, vous faites un tweet et c'est relayé partout. Vous êtes mécontent. Alors, ce qu'on veut savoir, le fondement et la motivation de votre mécontentement. J'étais mécontent à double titre. D'abord parce que j'étais très content que docteur Muyembe ait été désigné le coordonnateur de l'équipe de riposte. J'avais senti au moment où il avait été désigné que le chef de l'État avait pris une très bonne décision en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je sentais qu'on mettait la santé de la population congolaise dans de bonnes mains, dans des mains expérimentées, pour le simple fait que Dr Muyembe avait géré cette crise d'Ebola et on s'est tiré d'affaire. Alors, lorsque j'ai vu la déclaration qu'il avait faite à côté de l'ambassadeur américain, moi, ça m'a révolté de trouver qu'un scientifique de ce niveau-là pouvait penser qu'on pouvait utiliser les Congolais comme étant des cobayes pour un vaccin qui n'a jamais été testé ailleurs, qui est conçu ailleurs, conçu par les Américains, les Chinois et les Canadiens, qui n'ont pas utilisé cela pour pouvoir tester sur les populations de leur pays. On vient tester sur les populations africaines. J'avais trouvé que c'était une insulte à notre mémoire collective. Particulièrement, j'étais aussi mécontent du fait que j'ai vécu aux États-Unis pendant longtemps. Et j'avais été invité à parler dans une université noire américaine, l'université de Tuskegee, Alabama. Dans cette université, les Américains, au moment où on cherchait à faire le vaccin, les essais sur le vaccin de syphilis, ils avaient sélectionné une population noire américaine pauvre, 600 Noirs américains. On injectait dans ces Noirs américains, dans leur corps, ce vaccin qui était encore à l'étape expérimentale, sans pouvoir leur dire. Ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas. On avait fait croire à ces Américains qu'on les prenait en charge, on leur donnait la nourriture, les soins médicaux et consorts. Et on observait comment ils évoluaient pendant un temps pour déterminer si le vaccin était efficace ou pas. Cette expérimentation a eu lieu en 1932. C'est connu en anglais comme étant des Tuskegee Syphilis Experiment. Pour ceux qui peuvent avoir accès à l'Internet, tapez simplement l'expérience de la syphilis, donc à l'université de Tuskegee. Vous allez voir donc cette expérience. Ces essais ont duré de 1932 à 1972. Donc, il y a eu 600 morts. Toutes les personnes qui avaient été soumises à ce test ont dû mourir à cause donc de cette expérimentation. Alors, on est arrivé même au point où le président Clinton, en 1992, a dû s'adresser à la nation pour reconnaître qu'on avait fait du mal aux populations noires américaines et il avait demandé pardon à la population noire américaine. Mais le pardon venait trop tard parce que les individus étaient déjà morts. C'était irréparable. Quand j'ai vu ça, et j'ai vu que hier, Dr Muyembe faisait cette annonce à côté de l'ambassadeur américain, je me suis dit, mais voilà, nous sommes repartis encore pour la même expérience. Donc, je demande à Dr Muyembe de ne pas utiliser les Congolais comme étant des cobayes. Alors, mais il y a une coïncidence énorme. La Banque mondiale finance à hauteur de 42 millions de dollars, alors que l'État congolais n'avait qu'1 million de dollars. Et puis après l'annonce du docteur Muyembe sur la probable candidature de la RDC, est-ce qu'il n'y a pas un lien finalement? Est-ce que ce n'est pas finalement une sorte d'achat de conscience?
des intellectuels. La Banque mondiale a contribué pour un financement de 47 millions de dollars. Je voudrais remercier la Banque mondiale d'avoir fait ce geste-là, le conseil d'administration de la banque d'avoir approuvé autant d'argent pour venir en aide donc à la population congolaise. Mais je voudrais relativiser les choses. Vous savez, nous sommes 100 millions d'habitants aujourd'hui. 100 millions d'habitants, quand on nous donne 47 millions, vous faites les calculs, ça revient environ à 8 000 francs par personne. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Nous avons beaucoup plus besoin d'argent que ce que la Banque mondiale a donné. Je ne vois pas de lien direct entre ce don de la Banque mondiale et le fait qu'on demande qu'on fasse une expérimentation donc, sur la RDC. Je ne pense pas. La Banque mondiale, elle est séparée du gouvernement américain. Le gouvernement américain a donné à la RDC 6 millions de dollars. 6 millions de dollars, on dit pour des raisons humanitaires, pour aider dans la lutte contre la propagation donc, du virus. 6 millions, c'est très peu. Très peu, donc 6 millions. Je voudrais juste pour que les gens aient une idée de comparaison. Pour la remise sur pied de l'économie américaine, Donald Trump a obtenu l'approbation du Congrès américain pour 2200 milliards de dollars. Donc, en anglais, on dit 2.2 trillion dollars. Donc, 2,2 on dit trilliard ou trillion de dollars. Donc, en comparé à 6 000 dollars qu'on nous donne ici, c'est vraiment, c'est absolument rien. Alors qu'on nous donne 6 000 dollars et qu'on nous demande de tester ce vaccin sur nos populations, je pense que nous devons être naïfs pour accepter des choses comme ça. Revenons sur les chiffres. C'est quand même assez affreux d'apprendre que le gouvernement congolais s'acquitte des dettes extérieures à hauteur de près de 130 millions de dollars, alors que la riposte n'a besoin que de 120 et quelques millions de dollars. Alors je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de rétrocommission dedans pour que l'on soit assez poussé à cela? Je ne pense pas qu'il y ait des rétrocommissions, étant donné que les accords de prêt ont déjà été signés depuis très longtemps. Maintenant, c'est une question de les exécuter. On a planifié les paiements, les remboursements d'après un certain échéancier, un certain calendrier. Ce qui était prévu que la RDC donc paye au 31 mars 2020, c'était un montant donc de 120 millions de dollars. Moi, j'avais demandé qu'on puisse suspendre le remboursement de la dette extérieure pour des raisons simples. Nous sommes dans une situation d'urgence. Le président de la République a même déclaré l'état d'urgence. Ça veut dire que c'est une situation qui n'était pas prévue. On est en guerre. En quelque sorte, on est en guerre. On a même suspendu la Constitution en d'autres termes. Donc, on est dans une situation d'urgence. Pour faire face à cette situation, on a besoin d'argent. Et Dr Muyembe lui-même a présenté une facture au gouvernement congolais en disant pour mener la lutte contre la pandémie, la propagation, on a besoin de 135 millions de dollars. Et d'ailleurs, ce budget-là, il est sous-estimé parce que les besoins sont beaucoup plus importants que ça. Moi, je pense qu'il nous faut suspendre le remboursement de la dette, faire comprendre aux bailleurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux, que nous n'avons pas de moyens pour l'instant. C'est pour ça que nous suspendons la dette, le remboursement de la dette. Et qu'au moment approprié, on pourra, si la dette n'est pas effacée, parce que je demande même que plus tard, on puisse demander que toute la dette extérieure soit effacée purement et simplement. Si on ne peut pas l'effacer, en ce moment-là, on va renégocier les termes pour pouvoir recommencer le service donc, de la dette. Mais pour l'instant, il nous faut arrêter le remboursement de la dette, utiliser cela 120 millions de dollars pour allouer cela aux besoins de lutte contre la propagation donc, de la pandémie. Si on l'avait fait, 120 millions, c'est beaucoup plus grand que les 47 millions que la Banque mondiale vient de nous donner. En d'autres termes, nous payons plus à l'extérieur 120 millions et on nous dit qu'on nous donne 47 millions. C'est rien, c'est un trompe-l'œil en quelque sorte. Et donc je demande au gouvernement de la RDC de réfléchir deux fois. Mais il a déjà fait, il a déjà exécuté. Dans cette histoire, moi je voudrais bien que notre Premier ministre soit un peu plus dynamique que ça. Parce qu'on ne sent pas sa présence. On ne sent pas ce qu'il dit. Mais à ce sujet, la dette a déjà été payée. Elle était supposée être payée le 31 mars. Oui. J'ai émis ce communiqué-là pour demander que le gouvernement ne puisse pas l'exécuter. Avez-vous l'information si on a payé ou pas? Tout ce que je sais, c'est que c'était dû le 31 mars. Donc, si c'est déjà payé, bon, on ne peut plus récupérer cet argent-là. Mais si ce n'est pas payé, je demanderai au gouvernement de la RDC d'arrêter le paiement. Alors, lorsque le docteur Muyembe, qui, dans sa gibecière, garde les trophées d'Ebola, garde le trophée d'une longue expérience, aujourd'hui, avec cette petite phrase, c'est la population congolaise qui est prête à renoncer même, à lui retirer la confiance. Est-ce que vous pensez que le docteur, c'était très mal, il a mal agi? Il a très mal agi et il a outrepassé ses responsabilités. Est-ce que c'est à lui Parce qu'il a dit les tests vont commencer au mois de mai. Je voudrais rappeler à tout le monde que le docteur Muyembe n'a pas un mandat populaire.
C'est quelqu'un qui a été désigné par ordonnance présidentielle et par ordonnance présidentielle peut être révoqué le jour suivant. Donc, il ne peut pas aller engager 100 millions de Congolais que nous sommes à faire des tests qui peuvent entraîner mort d'homme sur notre territoire. Quel est le critère qu'ils vont prendre pour tester les gens? Bon, je ne connais pas. C'est à lui de pouvoir nous dire donc ce qu'il avait comme critère. Je pense qu'on va prendre un échantillon et puis tester donc, faire le vaccin pour voir donc si ça donne des résultats ou pas. Mais est-ce que nous mesurons le danger? Parce que je peux vous informer, aujourd'hui il y a des jeunes Congolais qui vendent leur sang parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils vendent les sangs, moi, 6 000 francs. Il y en a qui vendent les sangs à 6 000 francs. Alors si on amène cette histoire ici en disant qu'on va donner 10 $ aux gens, mais j'ai comme l'impression que c'est toute la population qui est en danger. Face à la pauvreté, nous n'allons quand même pas vendre notre dignité parce que nous sommes pauvres. Mais je comprends pas. Nous devons conserver notre dignité et on doit nous respecter. On nous a appauvris et on demande aujourd'hui de faire du n'importe quoi avec la jeunesse congolaise. Je dis non. Mais la candidature, qui l'a porté la candidature? Quand il dit je ne sais pas quand il a dit, je ne sais pas candidature? Pourquoi il a dit que la RDC est candidate. Je ne sais pas pourquoi. Et s'il y avait candidature, ça doit être fait au niveau officiel. Exactement. Je voudrais demander au Premier ministre et au Président de la République de nous donner des explications là-dessus. Parce que la RDC n'est pas candidate à ce qu'on puisse venir tester un vaccin qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de nos populations. Donc je demande aux autorités politiques de nous donner des explications là-dessus parce que nous, en tant que peuple congolais, nous ne sommes pas candidats à cette histoire-là. Qu'est-ce que l'on fait maintenant avec le docteur Muyembe? On le garde, on le blâme ou on le chasse? C'est lui qui l'a nommé à le pouvoir de pouvoir le remplacer ou pas. Mais il faut qu'on entende très bien, qu'on puisse l'écouter. Et je demanderais même qu'il y a une équipe qu'on appelle National Security, l'équipe du Conseil national de sécurité, qui doit convoquer Dr Muyembe pour connaître les soubassements de cette déclaration-là. Et basé sur ça, ils vont prendre donc la décision. Je voudrais vous dire qu'il y a d'autres Congolais de cet acabari et qui ont fait un travail extraordinaire dans ce domaine scientifique, qui sont capables de remplacer Dr Muyembe et de faire un travail comme si on n'avait pas donc eu de changement. Je voudrais mentionner le professeur Jean-Marie Kayembe, doyen de la faculté des sciences économiques. Il est excellent dans ce domaine-là. Donc, je voudrais aussi mentionner, pardon, pas sciences économiques, de la médecine. Ah d'accord, parce que oui, je m'excuse. Oui, oui. Donc, il y a aussi le professeur Junior Matangila. Il est excellent. Il est jeune, comme on l'appelle même Junior là. Il est jeune. Je pense que ce doit être un fils de médecin aussi. Et il est exceptionnellement bon dans ce domaine-là. Donc, il y a toute une équipe de Congolais qu'on peut considérer soit si on doit maintenir Muyembe, il faudrait qu'on renforce l'équipe pour qu'il ne soit plus la seule personne qui décide sur la santé des Congolais. Qu'on puisse renforcer l'équipe avec l'arrivée de Jean-Marie Kayembe, de Junior Matangui. Là, on peut mettre aussi d'autres personnes. Faire en quelque sorte donc une sorte de collège, un comité, pour que les décisions soient prises donc de façon collégiale. De façon collégiale, plutôt que d'avoir un individu qui va décider qu'on vienne injecter donc des vaccins dans le corps donc des Congolais sans que nous soyons donc informés donc de cette décision-là. Pour avoir vécu aux États-Unis, pouvez-vous nous dire pourquoi l'ambassadeur américain s'est retrouvé dans une conférence ou dans un point de presse qui concerne la santé et la pandémie du corona, la riposte? Bon, moi, je ne connais pas les raisons qui ont amené cet ambassadeur à être là. Mais je sais que les États-Unis venaient d'approuver 6 millions de dollars d'assistance humanitaire à la République démocratique du Congo pouvant être utilisés pour lutter contre la propagation d'Ebola. En tant que bailleur de fonds, quand il y a une décision, quand il y a je pouvais imaginer l'ambassadeur américain aux côtés des officiels congolais. Et officiels congolais, je dirais donc le ministre de la Santé, pour annoncer par exemple qu'on donne à la RDC une assistance de 6 millions de dollars. Je pouvais imaginer ça. Mais maintenant, aller dans des histoires de cuisine intérieure, que gère donc M. Muyembe, que l'ambassadeur américain soit là, ça m'a paru un peu très bizarre. Pourquoi l'ambassadeur? Je voudrais que cet ambassadeur-là puisse réfléchir 2 fois sur la façon dont il interfère avec la communauté congolaise parce qu'il donne l'impression de trop s'ingérer dans nos affaires intérieures et ce n'est pas bon dans le cas donc des relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Parce que s'il était là, si on doit suivre la logique, parce qu'il est bailleur, parce qu'ils sont bailleurs de fonds, il peut être là, mais pourquoi il n'y a pas eu de bailleur de fonds de la part de la Banque mondiale? Pourquoi il n'y a pas eu quelqu'un là-bas? Bon, je ne connais pas comment ils ont organisé cette histoire-là. Et c'est comme je dis, quand il y a un accord de don ou de prêt qui vient d'être signé, je pense d'abord que pour la Banque mondiale, le don venait d'être approuvé par le conseil d'administration. Il n'y a pas encore signature avec les autorités congolaises. Lorsqu'il y aura signature avec les autorités congolaises, je peux bien imaginer un directeur résident de la Banque mondiale ici à côté du ministre des Finances pour signer l'accord là et faire une déclaration solennelle. C'est comme ça que ça se passe. Mais à cette réunion-là,
parce qu'il était question donc de 6 millions de dollars que donne le gouvernement américain, c'est tout à fait normal que l'ambassadeur américain soit là. Mais l'ambassadeur américain, la façon dont il était assis à côté de Dr Muyembe, ça donnait l'impression qu'il y a eu un communiqué que Dr Muyembe devait lire. Et l'ambassadeur le regardait pour s'assurer qu'il va dire exactement ce qui était convenu. Ça donnait une impression donc de trop d'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures, donc la RDC, en ce qui concerne une question aussi sensible que le vaccin à injecter donc dans le corps des Congolais. Si vous étiez président, qu'allez-vous faire en ce moment? Si j'étais président, j'allais appeler Dr Muyembe, le rappeler à l'ordre immédiatement, pour lui dire que vous n'avez pas un mandat populaire, vous ne décidez pas des choses comme ça tout seul, sans que moi, chef de l'État, je sois donc au courant et que j'ai donné mon accord là-dessus. Première chose. Deuxième chose, j'allais immédiatement considérer qu'il y a un danger à confier la vie des Congolais à un individu simplement qui va décider comme ça d'une décision qui va au-delà donc de ses pouvoirs. J'allais renforcer l'équipe en maintenant Muyembe dans l'équipe bien sûr, mais en mettant autour de lui d'autres Congolais pour que désormais des décisions de ce genre soient prises en collégialité. C'est-à-dire, je mettrai quelqu'un comme Jean-Marie Kayembe, le doyen de la faculté de médecine, qui est très expérimenté dans ce domaine, Junior Matangila, mais d'autres aussi, faire un collège pour que la riposte désormais soit gérée par ce groupe de personnes et non par un seul individu qui peut commettre des erreurs. Nous sommes tous humains, on peut commettre des erreurs. Et je considère que c'est que le docteur Muyembe a fait, ça fait partie donc d'une erreur professionnelle très grave. Alors, quand on parle de M. Jean-Marie Kayembe, on parle de M. Junior Matangila et bien d'autres, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il est nécessaire de créer un génie congolais afin qu'on trouve un vaccin pour nous-mêmes? Pourquoi c'est si difficile de trouver les vaccins un vaccin congolais, typique congolais, quand on sait qu'on a les quinquina à provision, quand on sait qu'on a autant de remèdes chez nous avec cette bénédiction des plantes médicinales? Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de voir ça de cet œil-là? Moi, je pense qu'en tant que pays, en tant que gouvernement, nous devons investir massivement dans ce que j'appelle la recherche scientifique. Recherche scientifique, c'est-à-dire dans des domaines surtout des maladies tropicales, nous avons connu l'expérience avec Ebola. Et nous nous sommes tirés d'affaire grâce au concours du docteur Muyembe et de son équipe. Et nous le félicitons et nous sommes reconnaissants à son égard à cause de cela. Je pense qu'il est aussi important, parce que ces problèmes des maladies tropicales reviennent souvent, il est aussi important que nous puissions, en tant que gouvernement, sponsoriser des recherches dans ce domaine-là pour que nous puissions découvrir, pourquoi pas, des vaccins, des médicaments et des moyens donc de prévenir ces maladies-là lorsqu'elles se présentent donc dans notre communauté. Donc, en tant que gouvernement, mettons l'accent sur la recherche scientifique, appuyons les scientistes qui font des recherches dans ce domaine, donnons-leur les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent nous délivrer ce qu'il nous faut pour pouvoir protéger la population congolaise donc en cas de pandémie ou de maladie. Comment vous analysez la sortie médiatique du ministre de la Santé qui parle de 4 ambulances, mais vraiment 4 ambulances qu'on aurait eues, et de 20 appareils respiratoires, mais vraiment 20 appareils respiratoires qu'on aurait achetés? Est-ce que c'est de l'ambition? Est-ce que c'est l'expression tacite de la médiocrité ou c'est simplement de la faiblesse, de la négligence d'un gouvernement? Vous savez que je suis l'auteur du plan Marshall. Oui. Le plan Marshall, vous savez pourquoi je l'avais conçu? Justement parce que je considère que le Congo a été réduit à néant et que la situation elle est catastrophique dans tous les secteurs. Le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, des infrastructures, tous les secteurs, nous sommes dans une situation d'urgence catastrophique. Nous n'allons pas sortir de cette situation-là en faisant des petites actions. On nous donne 2 ambulances, on applaudit. J'ai même vu que le ministère de la Santé a reçu un don d'une station de télévision, on applaudit. On nous donne, j'ai vu des compagnies minières qui viennent, qui donnent un petit chèque de 1,5 million de dollars, nous applaudissons. Non, nous sommes un grand pays. Nous devons avoir plus de moyens que ça si nous sommes organisés. Mais pour qu'on puisse nous respecter, le point de départ de la gestion correcte d'un pays, c'est la gouvernance du pays. Et la gouvernance du pays commence par quoi? La lutte contre la corruption, la lutte contre la prédation des ressources naturelles, la lutte contre le détournement des fonds publics pour que toutes les ressources de l'État aillent dans le compte du Trésor. Que dit le plan Marshall sur le système médical, par exemple? Le système médical, le plan Marshall prévoyait un certain nombre de choses. D'abord, l'objectif principal doit être d'allonger l'espérance de vie à la naissance, qui est aujourd'hui dans les environs de 45 à 50 ans. Nous voulons allonger cela pour atteindre 83-84 ans comme en Europe occidentale. Pour y arriver, il nous faut d'une part
former des médecins et des infirmiers en nombre suffisant et les payer correctement pour qu'ils fassent correctement leur travail, réhabiliter les hôpitaux existants, c'est-à-dire l'hôpital général de référence Mama Yemo et d'autres hôpitaux sur l'étendue du territoire national, l'hôpital qui est derrière le grand hôtel là et d'autres hôpitaux comme ça, réhabiliter tous ces hôpitaux-là, les mettre au niveau des standards internationaux, mais surtout construire des nouveaux hôpitaux en nombre suffisant pour que le ratio de la population par rapport à l'hôpital, qu'on ait un hôpital par exemple pour chaque 1 million d'habitants. Si nous faisons ces choses-là, vous allez voir que les conditions de santé vont être différentes. Mais au-delà de cela, mettre en place ce que j'appelle l'assurance maladie universelle, c'est-à-dire mettre en place un mécanisme où tous ceux qui travaillent contribuent dans une caisse d'assurance maladie universelle, qu'on utilise cet argent maintenant pour pouvoir payer les soins médicaux donc de tous ceux qui tombent malades. Même quand vous n'êtes pas malade, si je suis malade, je suis oui, payé par vos contributions. Si vous êtes malade, vous êtes payé par mes contributions. Exactement. Et puis en plus de cela, si ce n'est pas suffisant, parce que le nombre de personnes, des gens qui travaillent par rapport à la population générale, ce nombre-là, il est réduit. En ce moment-là, l'État doit assumer la responsabilité pour la santé de sa population en donnant ce que j'appelle une allocation budgétaire pour suppléer les contributions de chacun donc, des Congolais qui travaillent dans la caisse d'assurance maladie universelle. Donc voilà tout un arsenal de choses qui pouvaient permettre à notre population de vivre mieux et de vivre le plus longtemps possible en ayant un système de santé à la hauteur donc, des ambitions du pays. Comment vous imaginez le pays 60 ans plus tard? Les hôpitaux n'ont pas de respiratoire. Il y a certains hôpitaux qui n'en ont même pas vraiment, comme à Kitambo, je ne crois pas qu'on a plus de 3. Si vous allez en Ngaliema, il n'y en a peut-être pas plus de 10. Et si vous faites le tour comme ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, ce qui fait que, par exemple, comme en France, on a parlé de 6000 personnes qui étaient sous respiratoire, je me suis posé la question, si au Congo, 50 personnes présentent le même problème, donc on va assister à un génocide, à un suicide collectif. Je vous ai dit, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 60 ans après, le Congo n'a pas été géré, ou il a été très mal géré. Les dirigeants sont venus là-bas, ils ont trouvé ce que les Belges avaient laissé, ils ont pensé que ça allait juste continuer à être comme ça, ils se sont mis à détruire cela. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de planification, il n'y a pas eu donc de construction de nouveaux hôpitaux. On a eu beaucoup de médecins formés, mais vous formez les médecins et vous n'avez pas d'infrastructure pour pouvoir donc les utiliser. À quoi ça sert? Donc, c'est pour cela que je vous dis encore, prenons avantage donc de cette pandémie aujourd'hui, qui nous affecte tous, qui affecte le monde entier, pour pouvoir avoir une vision de développement pour notre pays. On ne doit pas être jugé, on ne doit pas être géré au jour le jour. Moi, je vous propose une vision de développement pour 15 ans. Si nous mettons ça en œuvre, on va voir où est-ce qu'on va être dans 15 ans. Le Congo ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. On aura des hôpitaux partout, on aura des écoles de qualité partout, on aura des autoroutes, des aéroports modernes, on aura ce que Kabila a voulu faire. Mais il n'a pas compris comment il fallait le faire. Il parlait de la révolution de la modernité qui a totalement échoué pour nous mettre dans la situation actuelle. Et moi, je pense que nous pouvons donc sortir de cette situation catastrophique pour devenir un pays respectable. C'est très facile à dire, vous savez. Ce n'est pas trop facile à dire. Moi, je pense que c'est facile à faire. Pourquoi? Parce que, regardez aujourd'hui, nous sommes Congolais, nous avons des problèmes sérieux. Nous avons un Premier ministre, moi, je ne sais pas à quoi il sert. Honnêtement, aujourd'hui, là, je ne sens pas la présence du gouvernement. Et je ne sais pas ce qu'ils font. Dans cette crise-là, quelles sont les initiatives qu'ils prennent? On ne le sent pas. On se limite à pouvoir rester debout, avoir donc des dons, des gens qui viennent, qui vous donnent un chèque de 150 000 $, vous applaudissez et qu'on sort. Non, un pays ne fonctionne pas comme ça. Mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et ayons une vision de développement bien claire, bien comprise, avec une répartition des tâches bien détaillée, avec un système de accountability pour tenir les gens responsables de leurs actes. Si quelqu'un ne fait pas son travail, il est remplacé le jour suivant par quelqu'un d'autre, un autre Congolais, et nous allons pouvoir mettre en œuvre cette vision de développement jusqu'à ce que le Congo puisse sortir donc de la situation catastrophique où nous sommes aujourd'hui. Toutes les mesures prises par le président sont en train d'être renversées aujourd'hui et peut-être pas respectées. On a parlé des fermetures de bars, mais il y a des bars qui ont réouvert et qui continuent à boire à l'intérieur, à vendre à l'intérieur, peut-être sans musique. On a interdit des boîtes, mais les gens continuent à aller dans des boîtes, ils se ferment à l'intérieur et ils boivent avec la contamination qui va avec. On a interdit à ce que les gens se promènent plus de 3 dans un taxi, mais aujourd'hui c'est plus de 3, c'est peut-être 4 ou même 5. On se pose la question pourquoi l'État est si faible à faire respecter ses propres lois, ses propres décisions. Vous savez ce que vous dites, j'ai vu, vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens disent beaucoup de choses qui font rire parfois. Il y a quelqu'un qui avait fait une affiche où c'était marqué « Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, ici à Barumbu, tous les bars sont fermés.
mais les gens parlent à l'intérieur. On entend des murmures. On entend des murmures à l'intérieur. Donc ça fait rire, mais ça reflète exactement ce que vous voulez dire. Donc les décisions qui ne sont pas donc respectées. Mais c'est connu notamment, malheureusement. Nous devons réhabiliter l'État. Et nous devons être incisifs en ce qui concerne l'application des lois du pays. C'est-à-dire que... Ça fait un an que le président est là. Mais ça fait un an qu'on continue à se plaindre, ça fait un an qu'on continue à penser à l'ancien régime. Je me pose la question, est-ce que nous sommes habitués comme ça? Parce que quand Kabila est arrivé, tous les mots, il expliquait ça par la faiblesse de Mobutu. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on tombe sur le même piège, on explique tout par la faute de Kabila. Est-ce qu'on va avancer comme ça? Non, on ne doit pas tout expliquer par la faute de Kabila, mais je voudrais que Kabila puisse libérer le système pour qu'il ne puisse pas le prendre en otage. C'est lui qui le prend en otage. Aujourd'hui, nous avons un système Kabila qui continue à être en place. Pourquoi? Parce qu'il y a soi-disant accord entre FCC et l'OCAJ qui lie les mains du président de la République et empêche qu'il puisse mettre en place ses propres hommes. Des hommes qui peuvent obéir, qui peuvent travailler avec lui pour mettre en œuvre sa vision. C'est pour ça que moi je dis à l'ancien président de la République, si vous voulez entrer dans l'histoire, ce n'est pas en ligotant le système, ce n'est pas en empêchant que votre successeur donc puisse réussir. Si vous voulez entrer dans l'histoire, laissez libre votre prédécesseur, qu'il puisse mettre en place des personnes qui peuvent travailler avec lui. Mais ce n'est pas Kabila qui a nommé les conseillers du président, ce n'est pas Kabila qui a nommé les DIRCAB du président, ce n'est pas Kabila qui a demandé à Fachi de mettre les 100 jours qui ont échoué, ce n'est pas Kabila qui a interdit à Fachi d'acheter les ambulances, de réhabiliter le système de santé. Il a un ministère de santé qui finalement est du cash. Je ne suis pas ici pour défendre ni Kabila, ni Tshisekedi. Je suis ici pour dire que le système que nous avons ne fonctionne pas. Ce système ne fonctionne pas comment? Je donne l'exemple. La désignation des mandataires de l'État pour diriger les entreprises publiques, les régies financières, la Banque centrale, toutes ces institutions-là. Pourquoi nous mettons 1 an et demi à remplacer un mandataire? Et nous savons qu'il y a des entreprises qui sont saignées à blanc aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui n'obéissent pas à Fachi. Mais pourquoi ils n'obéissent pas alors qu'il est président? Mais justement, c'est ça que je vous dis. Il faut que l'ancien président et son Front commun pour le Congo arrivent à libérer le président de la République parce qu'on a l'impression qu'il a des mains liées, qu'il ne peut pas nommer qui que ce soit sans pouvoir se rendre à Kinshasa. Est-ce qu'on libère un président ou le président se libère lui-même? Les deux à la fois. Oui. Donc les deux, il doit y avoir un mariage donc, de vision, c'est-à-dire que l'ancien président doit réaliser qu'il ne doit pas gêner son successeur et le successeur doit pouvoir réaliser aussi qu'il doit assumer ses responsabilités. Et je veux simplement que Fachi puisse mettre en place ces hommes maintenant, et que Kabila puisse accepter que ces hommes-là que Fachi donc met en place, il les met en place dans l'intérêt du pays pour pouvoir gérer le pays dans l'intérêt du pays. Vous avez fait le tour de l'Afrique, vous avez participé à des grands projets de développement au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays africains. Et nous ne sommes pas le premier pays à vivre cette situation où il y a deux présidents, il y a un ancien président et puis un nouveau président. On n'est pas le premier. Mais pourquoi chez nous, ça bloque? Parce qu'au Bénin, il y a ça. Au Sénégal, il y a des anciens présidents. Au Nigeria, il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais pourquoi chez nous, ça bloque? On a comme l'impression qu'on a deux présidents qui fonctionnent. Honnêtement, dans tous les pays où j'ai été, non pas simplement en Afrique, mais dans le reste du monde, dans tous les pays, j'ai toujours vu un ancien président, quand il quitte le palais, il laisse son successeur et le successeur fait ce qu'il veut. Je n'ai jamais vu un pays qui fonctionne comme la RDC où un ancien président de la République s'organise pour se donner ce qu'on appelle donc une majorité dans toutes les institutions, laissant son successeur en quelque sorte dépourvu de tous les pouvoirs. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je crois que le système congolais il est mauvais. Alors, et celui qui l'a mis en place, donc Joseph Kabila et ses copains, doivent pouvoir réaliser que c'est eux qui bloquent le fonctionnement normal de notre pays. Comment le faire comprendre ça? Je pense que Fachi doit pouvoir se démarquer. Moi, si j'étais lui, je me réveille le matin, j'ai nommé tout le monde donc à la tête des entreprises publiques ou de toutes les institutions. Et s'il n'est pas d'accord, je mets le peuple sur la rue. Si j'étais donc à la place de Fachi, parce que la blague a trop duré. Jusqu'aujourd'hui, là, on ne voit pas où nous allons. Le pays est bloqué. Regardez, nous avons une pandémie. Oui. Nous avons une pandémie, il faut mobiliser toutes les ressources pour lutter contre cette pandémie. Et devinez quoi? L'État n'a même pas de moyens. Parce que les mains de Fachi sont liées, ils ne pouvaient libérer que 1,8 million de dollars. C'est ridicule. Je vous surprends même. C'est ridicule. Je vous surprends parce que pendant qu'on est en train de parler de cette histoire, de cette pandémie, le Premier ministre s'est arrangé pour amener un décret du Premier ministre voulant faire de Kabila le directeur du secrétariat présidentiel, quelque chose comme ça, le secrétariat de la République, ancien président de la République. Entre-temps, les membres du FCC préparent un projet pour qu'on puisse payer les anciens premiers ministres à hauteur de 400 000 $ par an.
et puis des dotations, des tickets d'avion, et ainsi de suite. Et puis en même temps, les anciens présidents des assemblées nationales doivent eux aussi avoir un peu d'argent comme ça. Alors on se pose la question, mais c'est quoi la rationalité? Vous savez, dans le cadre du plan Marshall, je suis parti du point de départ que le Congo ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il puisse fonctionner mieux? Je propose des réformes institutionnelles importantes, institutionnelles et structurelles. Parmi ces réformes institutionnelles-là, je voudrais regarder les salaires qui sont payés et les frais de fonctionnement à des institutions, et parfois des institutions, le train de vie des institutions, et parfois des institutions qui ne produisent rien. Par exemple, nous avions vu dans un passé récent que le président de la République, l'ancien président de la République, a une pension par mois de 670 000 $. 670 000 $. Monsieur Kabila, remettez cet argent-là dans le fonds de solidarité. On utilise ça pour pouvoir donc faire la lutte contre la pandémie. Le point de départ. Maintenant, les anciens premiers ministres et les anciens présidents de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas besoin d'avoir 400 000 $. C'est par an ou par mois? Par an. Par an pour arriver donc à vivre. Vous avez des maisons, vous avez des voitures, on peut vous donner donc 5 à 10 000 $, vous allez vivre correctement. S'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de tout ça. Qu'on enlève tout cet argent-là, qu'on mette dans la caisse de solidarité nationale pour utiliser cet argent pour lutter contre la pandémie. Parce que si on ne le fait pas, vous savez ce qui va arriver. La population va mourir. Et si la population meurt, vous serez content de pouvoir donc vivre seul avec tout cet argent que vous avez donc sur vos comptes bancaires. Donc, soyons humains. Restructurons l'État, supprimons les institutions qui sont inutiles, réduisons le train de vie donc des institutions pour que le pays puisse fonctionner mieux et survivre pendant cette pandémie. Alors, on va terminer, mais avant de terminer, on a assez parlé de cette pandémie. Je voudrais qu'on parle un peu politique, si ça vous intéresse. Le président s'est rendu, je vais dire, en Israël, disons aux États-Unis, où il a parlé avec les Israéliens, ils ont discuté sur la question. Et puis, ici à Kinshasa, le président de l'Assemblée, disons du Sénat, a fait des remontrances au président pour lui dire de faire très attention sur cette question de Palestine et que ce n'était pas intéressant. Donc, le président n'avait pas le droit de se rallier tout de suite, de prendre position pour l'Israël, parce que ça fragilise la Palestine. Alors, en tant qu'internationaliste, je vais dire politicien, est-ce que vous pensez que le président ferait bien de se taire sur la question d'Israël et de la Palestine, ou vous pensez qu'on a beaucoup à gagner en suivant l'Israël? Vous savez, moi, si j'étais à la place du président de la République, j'essaie de comprendre pourquoi il a fait ça. D'abord, il faut savoir qu'il était invité aux États-Unis par un lobby juif. Oui. Le lobby juif, donc, c'est des gens qui sont des Israéliens. Ils veulent que vous puissiez prendre position sur ce qui se passe dans leur pays. Et il a fait, connaissant la politique américaine. Le président Tshisekedi a voulu jouer la politique américaine en faisant la cour et aux Américains et aux Israéliens pour leur plaire. Et s'il arrive à leur plaire, ça peut attirer des investissements non seulement des Américains, mais également donc des Israéliens. Mais moi, je dirais que c'est une position qui est un peu risquée. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce conflit entre la Palestine et l'Israël, moi, je suis né, j'ai trouvé ce conflit-là. Nous avons tous connu le problème entre l'Égypte et l'Israël. Lorsque Mobutu est allé même aux Nations Unies en 1973, a rompu des relations avec l'Israël. Il a choisi le frère. Avec son frère égyptien. Et puis après, on a vu Sadat, le président égyptien, qui a été tué à cause du conflit toujours entre Palestine et l'Israël. Moi, je dirais que nous avons des priorités nationales. Déjà, il faut arriver à financer la gratuité de l'enseignement. Il faut faire l'assurance maladie universelle. Il faut construire donc les sauts des moutons, les routes. Il faut diversifier l'économie. Il a tellement de priorités nationales que même s'il faut faire aussi la politique internationale, la politique étrangère, je n'irai pas mettre mon nez dans le conflit entre l'Israël et la Palestine. C'est trop loin pour nous et nous n'avons pas besoin d'aller nous créer des problèmes inutilement. Je peux comprendre la position qu'a suivi le président du Sénat, les leçons qu'il a voulu donner, sauf que peut-être qu'il faut le faire en privé plutôt que de le faire donc en public. Et je recommande fortement que quand il y a des divergences de points de vue, surtout sur des questions aussi sensibles, que les autorités politiques congolaises, surtout les chefs d'institutions, apprennent à se parler en privé, plutôt qu'aller se surprendre devant tout le monde en faisant des discours qui sont contraires à ce que le chef de l'État donc a défendu pendant son voyage à l'étranger. Pensez-vous que Fathi réussira ce mandat? C'est mon souhait.
Et je pense que c'est le souhait de tout le peuple congolais, parce que s'il échoue, je ne sais pas à quoi va ressembler le Congo après ça. Et moi, je pense qu'il est mieux qu'il puisse réussir, parce que s'il réussit, il aura créé des conditions de mise en œuvre du plan Marshall dans les années qui vont suivre. On aura mis au moins en place certaines infrastructures, l'environnement des affaires, on aura mis en place l'état de droit, il aura réformé la justice, il aura créé des conditions pour que ceux qui vont venir après lui puissent mettre le Congo sur la voie du développement accéléré qui pourra nous amener vers l'émergence donc dans quelques années. Donc, je lui souhaite bonne chance. Sauf que pour arriver donc à réussir, il a besoin de se faire violence. Au rythme où nous allons aujourd'hui, je ne sais pas où nous allons. Je pense qu'il a besoin de se faire violence en mettant en place son équipe à lui, et l'équipe à lui à tous les niveaux. L'équipe qui n'est pas basée sur le fanatisme de rue, mais qui est basée sur l'expertise, sur les compétences, qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et qu'on puisse garder un œil très ouvert, surveillant, contrôlant sur ce qu'il met donc en place, pour qu'on ne puisse pas aboutir donc à la situation de Dr Muyembe qu'on a vu donc hier. Merci beaucoup, Dr Tiani. Je rappelle que vous êtes l'auteur du plan Marshall et vous êtes en même temps ancien candidat, on va dire, candidat à l'élection présidentielle. On attend toujours jusqu'à la vote du parti, on attend toujours. Je suis content d'abord que vous me présentiez comme étant un ancien candidat à la présidence. Et j'ai bien vu que vous avez joué sur les mots pour ne pas m'appeler candidat malheureux. Parce que quand on regarde aujourd'hui sur l'échelle des valeurs entre Fachi et moi, aujourd'hui, dans la lutte contre la pandémie, qui est vraiment malheureux et qui est heureux? Moi, je pense que je suis très heureux parce que je peux dormir convenablement. Mais Fachi doit pouvoir régler les problèmes donc, de Béni, les problèmes de la pandémie, les problèmes donc, de détournement des fonds publics. Le pauvre, il a toutes les critiques donc, du monde. Donc, je suis très heureux comme je suis, mais je lui souhaite bonne chance. Alors, on allait nous séparer par là, mais là, quelque chose me revient à l'esprit. Je ne comprends pas, depuis que cette histoire de Corona est arrivée, il n'y a plus de guerre à l'est du pays, je ne comprends pas. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux d'apprendre que là, il y a un calme relatif. Il n'y a plus de Boko Haram, il n'y a plus rien du tout, on n'entend plus des ADF. Est-ce que c'est les bailleurs de fonds qui sont préoccupés à régler le problème du vaccin ailleurs et qu'on nous laisse un peu tranquille ici? C'est très curieux. Ce serait intéressant donc de demander à l'armée nationale congolaise, les FARDC, comment se passent les choses sur le terrain. Et ils devraient d'ailleurs en profiter pendant que les gens sont distraits avec la question des pandémies pour pouvoir mettre de l'ordre et terminer avec les révoltes donc à l'est du pays. Je voudrais en profiter pour exprimer mon indignation sur ce que j'ai entendu, les Bakatakatanga, dirigés par Gédéon Kyungu, ont fait donc à Lubumbashi, à Kolwezi, donc encore là-bas, entraînant donc perte de vies humaines. Et ces gens, et je suis même sidéré d'entendre que l'appel qui a été fait par le chef de l'État pour que Gédéon Kyungu soit arrêté, amené devant la barre, qu'il soit jugé, condamné, cet appel, moi je le soutiens totalement. Je suis sidéré d'entendre qu'il y a des officiels congolais au niveau des députés nationaux qui sont en train donc de soutenir Gédéon Kyungu. Et je me demande, et je comprends même que ces députés, ils ont donc leur relais ici à Kinshasa, des gens qui les soutiennent. Moi, je voudrais dire à nos compatriotes donc, originaires de ce coin-là, le Congo est plus grand que ça. Le Congo appartient à 100 millions d'habitants et tous les Congolais doivent être les mêmes. Je ne crois pas que nous devrions soutenir des individus qui prennent la sécession, qui prennent donc la division du Congo. C'est destructif, ce n'est pas constructif. Et je voudrais demander à ces députés-là de pouvoir repenser 2 fois leur position parce qu'ils donnent un très mauvais exemple que d'autres Congolais ne devraient pas suivre d'ailleurs. Ils donnent un très mauvais exemple parce que si chacun de nous commence à dire « je prends mon petit morceau de mon village », en réalité on n'aura plus donc de République démocratique du Congo tel que nous connaissons le pays aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous avez suivi ces face-à-face. Je rappelle que il n'y a pas la RDC sans le Katanga, il n'y a pas la RDC sans 1 centimètre de moins. Donc, nous devons décider de laisser à nos enfants la configuration actuelle du pays, sinon ça sera regrettable. Merci beaucoup, Dr Tiani, d'avoir répondu à nos questions un samedi. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Mbote na biso nyoso. Likama ekoleli mboka na biso ezali otokanaki. On ne s'était pas préparé à cette calamité. Cette saloperie de virus nous a terriblement abattus. Aujourd'hui, les gens vont aller dans le confinement. Les gens se préparent pour le confinement. Mais il y a une catégorie à bateau confinement. Ils ont concerné Bango Penza Mingité parce qu'ils ont représenté l'IOA pour Bango. Tango biso tozali na mo eloko. Bande comme sous bana ngote. Bana wetike
basi bakufela mibali na bapaka na biso otobengaka bamibange ezali bakategorie oyo baza na makoki wana te toyoki sango ke confinement ekoya po yango nde eza salutaire na moment oyo mais est-ce que ozokandisa bana wana bakolia nini basi oyo bakufela mibali bakosala ndenge nini bakovivre ndenge nini bana ya balabala bakovivre ndenge nini bakategorie ya bato wana baza mpe mo ebele oyo tobosani baza bato lelo baza na besoin soutien na biso. Nous devons montrer que nous avons une solidarité, un élan de solidarité. Voilà pourquoi tu es dans la courte vidéo oyo ko ebisa bino boye. Bandeko wana bazana ba voite, bat ba kolobela bango bazate. Bat ba kopesa bango loko bazate. Ba confiner bato, moi bat ba bima peza sauter. Nous avons la possibilité ya rekutana na bato wana. Voilà pourquoi nous vous invitons. Il y a beaucoup de élan solidarité auto sali. Ezali plateforme na biso comme nango Congo Buzz soutien. Na minute oyo tozo soutenir bandeko bazana ba difficulté. Là nous sommes en train de voir 10 orphelinats auto-répertoriés na ville ya Kinshasa. Na 2 hommes de vieillards. Biso dona makoki nyonso te. Voilà pourquoi nous faisons appel na bino. Ozana mbongo na yo, ozana loko sa nango te. Tu penses que tu peux aider les gens, aider. Ce n'est pas la première fois tout ça les locaux. Tout ça là qui n'a la province la province du Congo, on était à l'Équateur, on était partout. Vous avez vu, on était na Katanga, tout ça là qui n'a pas Congo, bomona qui ba biloko tout ça là déjà. Parce que nous estimons que il n'y a qu'en donnant que l'on peut compter recevoir. Alors kotikala ces petits côtés kokanga mute ça la geste na yo. Numéro na biso ya M-Pesa eza bomoni affiché na CA. Na ba compte na biso pe nyonso ezawana. Mais si vous pouvez nous appeler pour nous faire parvenir don na bino et que ça la biso un très grand plaisir. Nous allons apporter vivre tokomema, gel tokomema, savon tokomema, un peu biloko masque na gants pour na bandeko wana bazana ba pe ko se protéger. Mais ceux qui yo ozana makoki okoba que c'est la biso un plus na auto ceux qui n'ont pas ça bango et que ça la peu important. Mais tous ceux qui wana te, ceux qui osent peine temps au lingio accompagner biso pour que tout que nous réconforter bandeko wana pour leur dire que cette saloperie ya virus et que kabola bisoté aux allez bienvenus. Benga biso na numéro wana parce que dans peu de temps on va descendre sur terrain. Tout ce qui est bino pas temps, il y a temps où on a beau contribuer massivement et plutôt organiser descente na ba 10 orphelinats wana. On a besoin de faire plus mais on n'a pas assez de moyens. Toutes les personnes de bonne volonté, personnes physiques, personnes morales, députés, ministres, président de la République, présidence de la République, Sénat, Assemblée nationale, bateau union sur bamoni qui beaucoup aider bichot dans ce qu'on est en train de faire, faites-le. Pas seulement l'argent, mais même physiquement, on en a besoin. Puisse Dieu bénir son peuple, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Don't